Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Emeline pour cet enregistrement en présentiel. Emeline, merci pour ta confiance, merci du témoignage que tu vas nous faire et puis je te laisse tout simplement te présenter. Bonjour, merci à Charlène déjà de m'avoir invitée également. Et donc moi c'est Emeline, j'ai 25 ans et j'habite à Lille. Ok, je sais que l'événement dont tu vas nous partager avec tes mots, c'est un événement qui a été assez difficile pour toi. Comment tu le définirais et comment tu as envie de nous le partager ? Ce moment, il arrive pendant le divorce de mes parents, quand j'ai environ une vingtaine d'années. Et je le vis comme un fiasco total et comme une vague qu'on se prend en pleine tête. Ça, c'est ton ressenti. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que, pour que les personnes puissent un petit peu peut-être s'imaginer et pouvoir se situer, que tu as vécu une certaine forme d'emprise psychologique de la part de ton père, qui se sont associées à des violences aussi de sa part ? Est-ce que tu as envie de nous le détailler un petit peu, de nous le dire un peu plus avec tes mots aussi ? Oui, tout à fait. Donc, ça a commencé par du harcèlement téléphonique, que ce soit des messages, des appels, des relances, ne jamais accepter que je ne réponde pas, ou encore du harcèlement au téléphone et dans le fait de ne pas vouloir continuer à contribuer, entre guillemets, à mes besoins et à me faire du chantage à l'argent. Alors ça, c'est un petit peu les conséquences, on va dire, de ce qui s'est passé. On prend l'histoire un petit peu dans l'autre sens. Si on repart un petit peu au début, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment cette emprise, comment ces menaces, cet harcèlement aussi a pris place ? Pourquoi ça a été quoi un petit peu le départ finalement de tout ce conflit ? J'ai jamais eu une relation toute belle, toute rose avec mon père. Ça a toujours été très, très conflictuel, mais en fait, avant, j'avais ma maman pour faire le bouclier entre nous deux. Et ça a toujours été un peu touchy, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, ma maman faisait bloc avec moi ou pour moi, ou je sais pas trop comment définir, mais entre guillemets, c'était elle qui faisait... Elle faisait tampon entre les deux. Et en fait, du jour où ils se sont séparés, il n'y avait plus le tampon. Et en fait, ça a été la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et surtout à n'importe quoi. Donc, ça a été un peu particulier, parce que le tampon c'est un peu bizarre de décrire ma mère comme un tampon, mais le tampon n'étant plus là, ça a commencé par des toutes petites choses, des choses qu'on ne se permet pas avant, mais qu'on se permet, type... déjà, en contexte de divorce, il y avait des insultes envers ma mère et ça a été la petite boule de neige qui s'est transformée en grosse avalanche, des insultes, que ce soit envers moi, envers ma mère, et beaucoup de choses, beaucoup de prétextes pour en venir à une situation de clash et au final, couper un peu le lien, quoi. Ne plus avoir cette relation... parent-enfant, mais plus soit inversé ou soit sur un seuil d'égalité, sauf que moi, c'est moi l'enfant, en fait, c'est pas moi le parent. Bien sûr. Du coup, le point de départ, ça a été vraiment le divorce de tes parents qui a changé finalement la dynamique familiale et le fait que ta maman faisait tampon entre vous deux pour apaiser ces conflits. Comme tu le disais, tu as toujours eu un peu une relation qui était conflictuelle avec ton père, sauf que là...
j'ai la sensation que ça a passé un grade, ça a passé un niveau. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu le dirais? Et finalement, au-delà du divorce, est-ce que ton père émettait une raison, légitime ou non, hein, mais une raison, une explication à pourquoi il y avait ces violences verbales? Parce que ça a commencé par des violences verbales, hein, on est d'accord? Tu pourras nous expliquer justement un petit peu comment ça s'est dégradé, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre terme que celui-là. Est-ce qu'il avait une raison, du coup? Enfin, sa raison. Sa raison à lui, en soi, il m'a jamais donné une raison sur le pourquoi du comment il était devenu comme ça. Mais en soi, moi, la raison que je crois et que, enfin, je suis sûre que c'est ça, c'est qu'il n'a pas accepté que je ne prenne pas parti pour lui. Moi, je prenais parti pour aucun des deux. J'étais en accord avec moi-même en me disant que c'est mon papa, c'est ma maman. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les roses. Et ça n'a vraiment pas été accepté. Et il n'y a jamais eu aucun souci avec mes frères, mais par contre, avec moi, c'est parti tout de suite au clash parce que je n'ai jamais fait de choix. Et c'est intéressant par rapport à ce que tu disais juste avant, en disant je suis pas le parent, je reste l'enfant. Et finalement, en tant qu'enfant, t'as décidé de rester objective et de dire ben voilà, j'aime les deux, je respecte les deux et j'ai pas envie de prendre parti dans une relation qui en plus de ça n'est pas la tienne, leur relation de couple. Du coup, au départ, donc c'était vraiment le fait que tu as exprimé peut-être ton désaccord par rapport au fait de te positionner. Et est-ce que les choses ont été assez, le changement a été assez brutal, justement au moment où il y a eu ces violences plutôt verbales qui après ont évolué et se sont dégradées en violences physiques, ou est-ce que c'était quelque chose un petit peu plus peut-être vicieux où le changement se faisait petit à petit sans forcément qu'il soit perceptible? Oui, c'était super vicieux parce qu'en fait, au tout début, quand j'ai dit que je ne faisais pas de choix, tout allait très bien, malgré que ça commençait toujours à un peu instiller son venin en traitant ma mère par exemple, de salope ou etc., en la dénigrant très très fortement. Et après, c'est arrivé vers une phase un peu plus orientée vers moi, en étant un peu plus vicieux, en effet. C'était du genre à dire bah toi t'es ça mais moi je suis pire, parce que par exemple un exemple un peu plus concret, parce que ça c'est pas trop, c'était bah toi t'arrives à t'en sortir dans la vie, mais moi je suis qu'un pauvre malheureux, ta mère elle va tout me prendre de toute façon, et puis après c'était en argumentant en disant ça va pas quoi, c'est dans l'échelle de la tristesse ou du mal-être, fallait toujours qu'il soit pire que les autres. De toute façon, c'était toujours lui qui avait tout, et enfin, c'est toujours lui qui avait tout dans le sens où c'était lui le malheureux, machin. Fallait toujours le plaindre. Au lieu de se mettre sur un piédestal positif, c'était un piédestal négatif, mais il était content d'être en haut de cette difficulté ou de cette souffrance. Tu parlais du côté financier. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment au centre aussi de vos échanges, de cette difficulté financière ? Oui, parce qu'à l'époque, moi, je venais d'arriver sur l'île et en fait, je ne trouvais pas d'alternance. Donc, c'était la galère au niveau des fins de mois, etc. J'avais ma maman qui m'aidait et moi, j'avais dit, j'ai 2 parents. Donc, on coupe la part en 2. Et en fait, au bout de 6 mois, il a dit, bah non, moi, je peux plus m'en sortir. Je te coupe les vivres, en fait. Et sauf que bah moi j'ai dit bah non, c'est pas possible parce que ma mère me donne, tu me donnes, donc bah non, je suis pas trop d'accord. Et en fait bah il a tout coupé du jour au lendemain en fait en me disant bah tu te débrouilles. Et c'était dans l'échelle de l'argent, c'était bah moi je lui ai fait un détail de mes dépenses en disant bah je me garde quand même 15-20 euros par mois en sortie avec mes copains. Je suis quand même étudiante, j'ai 20 ans, j'ai envie de m'amuser quoi. Et moi, il a fait l'échelle du malheureux. Non, mais moi, de toute façon, je peux même pas me le permettre. Machin. Enfin, c'était vraiment toujours orienté sur lui. Donc là, on sent que les choses prennent un petit peu plus de place à chaque fois dans cette... Tu parles d'échelle depuis tout à l'heure et c'est ça, on parle souvent d'échelle de la violence. Bah là, je le sens un peu plus sur cette notion d'échelle de manipulation, peut-être de mensonge ou de chantage ou d'emprise, d'harcèlement. Tu citais tout à l'heure aussi l'exemple du harcèlement téléphonique. Les auditeurs et auditrices ne savent pas encore. Moi, je sais que tu n'es plus en lien avec ton père. Quel est un peu peut-être l'événement final qui a
qui t'a donné l'envie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être le besoin, c'est peut-être même plus un terme qui est peut-être plus adéquat, de couper les liens par protection et de dire là, c'en est trop pour moi. En fait, ça va au-delà de ce que je suis capable de recevoir, d'emmagasiner, d'accepter, et je préfère couper les liens. Est-ce qu'il y a eu un événement ou est-ce que pareil, ça a été plusieurs petits éléments, plus ou moins petits? Oui, en soi, il y a eu un événement majeur, mais tout plein d'événements ont fait qu'on est arrivé à cette situation-là. Vraiment, quand je suis partie habiter à Lille, ça j'avais oublié de le dire, il m'a foutu dehors. J'avais plus le droit d'accéder à ma maison d'enfance avec mes affaires qui étaient encore dedans. Après, il y a eu le fait de me couper les vivres quelques temps plus tard. Étant donné cette coupure financière, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot. Cette coupure financière, je savais que j'allais avoir un problème avec ma voiture qui était aux deux noms. Ok. Aux deux noms de mes parents. Et en fait, le problème, ce qui se posait, c'est qu'à l'époque, je faisais 80 km pour justement aller au travail. J'avais enfin trouvé une alternance. Et ayant une voiture aux deux noms et n'ayant pas de voiture propre à moi, il fallait que je me débarrasse de cette voiture pour justement pouvoir en racheter une autre qui soit vraiment bien à mon nom. Sachant que je ne souhaitais pas la racheter parce que je ne voulais pas lui donner d'argent. Pour éviter toutes ces notions d'emprise aussi. Toutes ces notions d'emprise, je lui suis redevable, je voulais vraiment pas lui être redevable, je voulais vraiment pas lui donner d'argent. J'en voulais vraiment pas, je voulais même pas de la voiture, même s'il me la donnait, je pense que je la vendais et je m'en rachetais une autre bien à moi dans ces cas-là. On a besoin de te sentir droite dans tes bottes, en fait. Droite dans mes bottes, je ne lui dois rien, on se doit plus rien, c'est bon, on se quitte, quoi. Et au final, du coup, c'était en septembre 2021. Je suis allée le voir pour justement régler le problème de cette voiture, soit lui demander de signer un papier comme quoi signer la carte grise comme quoi il acceptait de plus être propriétaire, quoi, soit signer un papier. Et j'ai même pas eu le temps de lui poser la question que c'est parti en escalade de la violence encore. Ça a d'abord été trouvé un sujet un peu pernicieux pour lancer un débat complètement inutile et on savait que ça allait aller. Enfin, je savais déjà que ça allait aller au clash en arrivant. Je voulais pas y aller, mais j'avais pas le choix. Et il savait en abordant ce sujet-là que ça allait clasher en fait. Et pas manquer, ça a clashé. Sauf que ça a clashé tellement fort que j'ai voulu partir et on m'en a empêché en fait. Ça a été une répression assez forte. Il voulait pas que je parte. Et pour m'empêcher de partir, ça a été me retenir dans un coin et me violenter, quoi. Dans le sens pas non plus très très violent comme on peut le voir parfois sur des vidéos, mais ça a été assez pernicieux pour me violenter, me traumatiser, mais ne jamais faire de marque. On reviendra sur cette notion de ne pas faire de marque parce que je sais que ça a de l'importance aussi dans ton histoire et dans ton témoignage. Du coup, c'est cet événement qui fait passer l'escalade de la violence, des violences verbales aux violences physiques. C'est ça. Ok, il n'y avait jamais eu avant et c'est là où ça montre un nouveau tournant dans votre relation ou plutôt dans votre non-relation. C'est ça, il n'y avait jamais eu avant, si peut-être des claques quand j'étais petite, mais en soi, rien qui m'a traumatisée, quoi. C'était pas qui aille à ce point-là dans la violence. Ok. Et donc, du coup, justement, tu disais ne pas laisser de traces. Tu parlais d'un côté très pernicieux. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? En fait, il savait très bien ce qu'il faisait parce que dans le sens où il a toujours dit au moment de la séparation avec ma mère que il pouvait pas la taper parce qu'elle avait des copains gendarmes et que dans tous les cas, s'il devait faire quelque chose, il ne laisserait pas de traces parce qu'il savait qu'elle pouvait aller, du coup, facilement porter plainte. Et du coup, il a fait la même chose avec moi. Il a été assez pernicieux, assez vicieux même, pour ne pas laisser de traces et juste avoir un impact psychologique assez fort. Ouais.
Et bah, du coup, tu parles justement de côté psychologique. On ressent bien qu'au niveau physique, c'est pas ce qui a été le plus important. C'est rarement ce qui est le plus important. Ou en tout cas, c'est pas ce qui est le plus dur à réparer, on va dire. Bon, tout est mesurable, hein, bien sûr. Tout est question aussi d'équilibre dans les mots et dans les événements qui peuvent être les vôtres en tant qu'auditeur ou auditrice. Mais justement, dans les conséquences psychologiques qui ont été les tiennes, qu'est-ce qui a été difficile ou pas? Qu'est-ce qui a pris le plus de temps? Qu'est-ce qui fait que justement tu parles justement de traumatisme? Un traumatisme, ça demande du temps, ça demande tout un cheminement, un processus de guérison, de cicatrisation d'une blessure qui a été là. Est-ce que tu veux nous en faire part? Oui, donc tout d'abord, il y a eu les cauchemars. Les cauchemars et les insomnies, c'est-à-dire que j'ai cauchemardé, enfin même encore actuellement, je cauchemarde encore, mais j'ai cauchemardé toutes les nuits pendant 6 mois, 1 an. J'ai presque pas dormi pendant 6 mois, 1 an et demi. C'était assez violent. J'étais du coup, quand on dort pas, on est à fleur de peau, Mes copines me décrivaient comme ça, que j'étais à fleur de peau et que de toute manière, je réagissais très, 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 très impulsivement et parfois très violemment à certaines choses, alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être. Mais ça a été quand même une conséquence psychologique, les cauchemars et le fait de ne pas pouvoir dormir. Et il y a eu aussi le fait que, entre guillemets, sur le psychologique, j'ai été suivie pendant quelques années à la suite de ça pour pouvoir accepter que, en soi, c'était pas de ma faute, c'était pas à moi l'enfant de pouvoir gérer ça, c'était pas De ton ressort. c'est ça, c'était pas de mon ressort. Et du coup aussi par la suite, j'ai eu une sorte de stress post-traumatique. Je paniquais à la vue de ces voitures, enfin de sa marque de voiture, hein. Admettons, s'il avait eu une BMW, je paniquais à l'idée quand je voyais une BMW dans la rue, je paniquais. Je paniquais aussi à l'idée d'aller faire les courses à côté de chez ma mère parce qu'il habitait toujours là-bas. Donc ça aussi, ça a été un peu folklorique parce que je refusais d'aller en course ou d'y aller toute seule. Et même encore aujourd'hui, à l'idée de passer devant sa maison ou même de le voir, j'en ai des sueurs froides, quoi. J'ai même aussi refusé d'aller à des événements familiaux parce qu'il y serait. Du coup, ça m'a aussi coupée de tout un pan de ma famille. Donc je vois plus du tout ma famille paternelle parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'étale dans mes sentiments, dans mes états d'âme ou dans ce qui peut se passer. S'il y a une situation avec X ou Y, je vais régler la situation avec X ou Y. L'intégralité de la famille ne va pas en entendre parler. Et là, on va dire que lui, c'était son dada d'aller raconter à tout le monde et de se faire plaindre auprès de sa famille que mon Dieu, c'était un pauvre malheureux. Et du coup, j'ai juste revu une ou deux cousines depuis. Mais sinon, je n'ai plus aucun contact avec ma famille paternelle. Et également avec mes frères, je les vois une fois par an, voire très très peu. C'est intéressant que tu soulèves justement cette problématique-là, qui dit justement conséquences psychologiques. On a besoin, tu dis que finalement tes amis te disaient un peu toujours sur le qui-vive, finalement toujours à être oui, stressé de ce que tu avais pu vivre et dans l'angoisse potentielle que ça puisse réarriver et que tu puisses ne pas contrôler aussi cette situation. Et de ce fait, tu parles du côté famille, du côté proche. Pour moi, c'est la notion de soutien. Et du coup, est-ce que tu as été soutenue dans cette épreuve? Je pense que les personnes qui nous écoutent auront pu découvrir ou en tout cas sentir qu'au vu de ce que tu viens un tout petit peu d'amorcer, le soutien n'a pas forcément été au rendez-vous. Tu parlais de tes frères aussi. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors j'ai été soutenue par ma maman, par mes amis les plus proches et par ma famille la plus proche, cousine, tante, etc. Mais que du côté de ma maman. Le côté de mon père, j'ai eu aucun soutien, aucun appel. De toute façon, je suis blacklistée depuis cet incident-là. Parce qu'il a eu... Juste après cet incident, il avait eu un message. Il m'avait envoyé un message qui me disait il est intolérable de frapper son père.
j'ai envie de dire 60 kilos contre 110, 120 kilos tout mouillé. On en croit ce qu'on en croit, mais bon, bref. Et à la suite de ça, mes frères avaient été au courant de ce qui s'était passé parce que le lendemain, l'un de mes frères a envoyé un message à ma mère pour savoir si j'allais porter plainte. Ce à quoi ma mère lui a répondu que sûrement. Et moi, j'ai jamais eu de nouvelles. Ça s'est passé en septembre. Mon anniversaire est en début d'année. J'ai juste eu un message à mon anniversaire en début d'année en me disant... l'un de mes frères m'avait envoyé un message... bonne année, j'espère que cette année sera mieux que l'année dernière. Joyeux anniversaire, arrose ça bien, machin. C'était un peu culotté, bref. Et mon deuxième frère m'avait envoyé un joyeux anniversaire 2 jours après mon anniversaire. J'avais répondu à aucun des deux parce que à cette époque-là, j'étais relativement très en colère. Je le suis toujours un peu, mais je me suis apaisée. Donc j'étais très en colère et je me disais ça sert à rien de mettre de l'huile sur un feu qui couve. C'est ça, à part mettre de l'huile, ça va servir à rien, ça va pas être constructif. Donc j'ai laissé couler et j'ai bien fait parce que ça n'allait rien m'apporter. Je leur ai pas souhaité non plus leur anniversaire. J'ai eu 0 contact avec eux pendant plus d'1 an. Et un jour, du coup, pendant ma thérapie avec ma psychologue, j'avais eu la question de la reprise de contact avec mes frères parce que j'acceptais pas le fait qu'il n'y ait rien eu, il n'y ait eu aucun soutien de leur part, sachant qu'ils étaient très bien au courant de la situation et que je les avais alertés sur le fait que j'avais peur de lui, que ça allait mal se passer. Donc en amont de tout cet événement, tu leur avais quand même mentionné et demandé implicitement j'imagine, mais une certaine forme de soutien et de j'ai besoin de vous en fait, vous faites partie de la famille comme moi et besoin de au moins de leur présence peut-être. C'est ça, juste leur présence, juste savoir qu'ils étaient là, que j'étais pas toute seule parce que c'était ma mère et moi contre lui. Sauf que ma mère et lui étaient en train de divorcer, donc elle allait pas m'accompagner comme une petite fille, lui tenir la main pour lui demander que mes frères, ils auraient pu. Mais quand j'ai alerté mon frère sur le fait que il était particulièrement odieux avec moi au téléphone et que quand ça allait pas, je levais la voix, je me faisais insulter de tous les noms. D'ailleurs, un truc assez marrant, c'est que encore aujourd'hui, j'ai tous les messages vocaux dans mon téléphone. J'ai supprimé les conversations, mais j'ai encore les messages vocaux dans mon téléphone. Je me dis, au cas où, si un jour on vient m'emmerder, je pourrais prouver que j'étais pas folle, en fait, qu'il y avait vraiment un problème. Et du coup, en fait, j'avais alerté mon frère en lui disant, il y a un problème, quoi, ça va pas. Et il m'avait répondu tout gentiment, écoute, t'as qu'à lui raccrocher au nez. Sauf que moi, je lui avais répondu, sauf que moi, quand je fais ça, derrière, je me fais insulter de tous les noms par message vocal interposé, quoi. Et ça me fait plus de bien que de mal. Ça me fait plus de mal que de bien, pardon. Ouais, bien sûr. Faire du bien dans ce cas-là, c'est un peu bizarre. Mais non, ils ont pas réagi. Ils ont préféré continuer leur petite vie parce que dans tous les cas, eux, ils avaient une vie de famille, ils étaient adultes. Moi, j'étais encore étudiante. J'étais pour eux pas encore une enfant. Ils m'ont jamais considérée comme une adulte. Donc, en soi, j'avais pas trop voix au chapitre et puis ce qui se passait, c'était pas trop grave, quoi. J'avais qu'à lui raccrocher au nez. Et avec cet événement-là, ils se sont jamais dit, tiens, on va peut-être prendre des nouvelles, peut-être que ça va pas, etc. Non, jamais. En fait, tu t'es pas sentie considérée dans tes besoins, dans tes difficultés, dans tes émotions et dans ce qui était, autant avant cet événement qu'après cet événement, d'être considérée comme, pas comme la victime en fait. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi poser le mot tel qu'il est, même si je sais que c'est un mot qui peut parfois être difficile. Il faut se reconnaître victime pour pouvoir sortir de ce statut-là et réussir à se reconstruire aussi. Tu parlais tout à l'heure de colère qui s'est apaisée. On en a échangé ensemble et rien que déjà par rapport à la dernière fois qu'on en avait échangé, on sent un apaisement. Enfin, je sens, parce que les auditeurs ne le sentiront pas, mais moi, je sens un apaisement. Qu'est-ce qui t'a peut-être aussi aidé à guérir cette colère ou en tout cas à l'adoucir, à l'accepter, à l'intégrer en toi plutôt qu'à ce que ça fasse un feu qui déborde et qui devienne incontrôlable?
On va dire que j'ai l'impression que la colère, elle fluctue en moi. Parfois, elle va être très très haute, j'ai envie de, excusez-moi l'expression, mais et d'autres fois où je vais juste avoir accepté la situation et me dire que pas grave de toute manière, c'est pas grave. On va dire que la famille, c'est juste du sang. C'est pas la famille, une famille, on peut se la créer, il y a pas de souci. C'est ça aussi qui m'aide à relativiser. J'essaie de relativiser énormément. Et le point principal qui a fait chuter la colère, mais jusqu'à moins 5000, c'est qu'un an après tout ça, j'ai envoyé une lettre à mes frères. Pas sous conseil, mais ma psy m'avait dit d'écrire une lettre. Et ensuite, soit de l'envoyer, soit de la brûler, bref, d'en faire juste déverser tout ce qu'on ressent sur le papier. Et mettre à l'extérieur de soi. Tout extérioriser. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'au lieu de la ranger dans un placard, de me dire je vais la brûler, ça va brûler du coup tout ce que je pense. Non, je l'ai envoyée. Je l'ai envoyée. Et forcément, quand on envoie 6 pages où on n'est pas forcément sympathique, où on met les choses en face des gens, ça n'a pas forcément été bien reçu, mais j'en avais rien à faire. Ce qui comptait, c'était que moi, je me sente bien. Je me suis sentie bien. Tout de suite après, ça a été un peu l'effet quasi immédiat. Et je me suis sentie beaucoup plus détendue, je dormais mieux. Et cette envie d'écrire la lettre, elle m'a pris un soir en pleine semaine. J'ai écrit de 21h à 23h non-stop. Et j'ai recraché tout ce que j'avais à dire. Et je pense que ils l'ont mal reçu parce qu'ils avaient quitté une Emmeline petite, à peine adulte, qui sortait de l'adolescence, qui était encore un peu une gamine. Et ils ont trouvé une femme qui avait été victime de violences intrafamiliales, comme on peut l'appeler, et qui avait su se relever et leur mettre la merde sous leur nez. Parce que c'est bien beau de dire non mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Non, on passe pas à autre chose parce que oui, eux sont passés à autre chose. Mais moi derrière, ça a été un long travail sur moi-même et sur même auprès de mes proches parce que ça n'a pas été facile tous les jours pour eux, que ce soit même pour moi ou pour eux. Ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai perdu quelques amitiés en chemin parce que soit pas forcément l'envie de s'ouvrir ou soit le fait de tout simplement pas avoir envie d'entendre le « Ah, mais c'est ton père quand même ». Mais non, en fait, non. Quand on ne sait pas, on se tait et j'avais pas forcément besoin de ça ni envie d'entendre ça. Donc j'ai préféré arrêter de prendre des nouvelles ou couper court. Et tout ça m'a fait du bien de me recentrer sur moi-même et de, on va dire, rapprocher le cercle. Le cercle de mes proches. Et c'est ça qui m'a aidée à enlever toute la colère que j'avais en moi et à repartir sur de bonnes bases et sur de bons pieds. Et c'est exactement ça, en fait, le chemin de la reconstruction aussi. C'est dans ce que tu dis avec l'écriture, qu'elle soit thérapeutique ou pas, hein, ou juste l'écriture tout court, le fait de poser des mots, un mot, une page, 40 pages, comme vous voulez, c'est extrêmement libérateur et ça nous paraît peut-être parfois bateau et débile, mais c'est extrêmement puissant quand on lui accorde aussi cette puissance-là, en fait, et qu'on s'autorise à écrire réellement ce qu'on ressent. Et justement, ça nous permet de témoigner aussi de ton chemin de reconstruction. Et tout à l'heure, tu as cité le mot colère, tu as cité le mot apaisé. Et je trouve que les deux vont bien ensemble et te ressemblent bien dans le sens où je trouve que c'est une colère apaisée. On sent qu'il y a des choses sur ce chemin de reconstruction que tu as guéri, que tu as cicatrisé, que tu as accepté, et d'autres qui sont encore en cheminement. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves et est-ce que tu as envie de me dire peut-être les points sur lesquels tu te sens OK? Alors, je rappelle, accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les événements, mais que dans tous les cas, les événements, ils sont là et que les accepter, c'est se dire OK, ils font partie de mon histoire, ils ne me définissent pas, ils ne sont pas mon identité, mais je vais avancer avec ça et je vais soit en faire quelque chose de neutre ou en faire une force si j'ai envie d'en faire une force ou en tout cas y donner du sens. C'est quoi du coup un petit peu pour toi les conséquences peut-être qui sont guéries et ce qui est peut-être encore en chemin? Déjà, les conséquences un peu guéries, on va dire, c'est que au tout début, j'avais vraiment super du mal
c'est pas très français ça. Mais j'avais beaucoup de mal à me dire mince, j'ai plus de père. Et ça a été un chemin assez long à parcourir, de me dire que en fait, la famille le sang ne définit pas tout. Le fait que ce soit mon géniteur ou géniteur donneur de sperme, ou qu'on partage le même sang, la même tronche, ou peu importe, ou la passion des voitures, ne me définit pas en soi et ne me fait pas ressembler à lui. Ça a été très très compliqué aussi à me faire comprendre, le fait que je ne suis pas lui, je ne serai jamais lui. Et que déjà, moi, le fait d'accepter la thérapie et de me soigner, ça me différencie de lui, dans le sens où lui n'a jamais accepté de se faire soigner ou de reconnaître qu'il avait un problème. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée sur ce point-là. J'ai réussi à faire le deuil, du coup, par la suite, de cette relation père-fille. Au tout début, c'était un sketch. J'arrêtais pas de dire, mais qui va m'amener à l'hôtel le jour où je vais me marier? Mais on m'avait répondu, une de mes meilleures copines m'avait répondu à l'époque, parce que t'as prévu de te marier en plus. Bah non. T'as quelqu'un avec qui tu vas te marier? Bah non, pas du tout. Mais sur le coup, quand entre guillemets, on tranche un membre à vif, faut accepter qu'ils seront plus là, en fait. Et tu viens couper tes racines, en fait. C'est ça. Et en soi, le fait que, ma mère fait parfaitement l'affaire. Elle a le rôle de père-mère depuis que je suis née. Et le fait d'accepter cette situation et ce fait que ce n'est pas mon père, ça m'a aussi beaucoup libérée. J'ai réussi, du coup, je me perds un peu dans ce que je raconte, mais j'ai réussi à faire une croix sur cette relation qui n'était pas une relation en soi, et à avancer. Après, le fait que j'ai réussi aussi à accepter le fait que mes frères ne font presque pas partie de ma vie. Je ne souhaite pas les intégrer à ma vie aujourd'hui. Parce que qui dit qu'ils ont fait ça par le passé, qui dit qu'ils vont pas le refaire, quoi. Et l'inverse tient aussi. Mais ils ont cassé quelque chose en moi et ça reviendra jamais comme avant. Et la chose que je n'accepterai jamais, c'est le fait qu'ils soient restés inactifs. C'est que quand on a une gamine de 20 ans qui appelle à l'aide parce que ça va pas, une gamine de 20 ans au téléphone qui appelle à l'aide en pleurs parce que ça va pas, et qui nous croit tout simplement pas parce que l'autre de son côté, il raconte que des conneries, et qu'on ne prend même pas en compte l'avis de la tierce personne en disant... en lui posant même des questions simples, comment ça va, comment elle est ta relation, machin chouette, ça je l'accepte pas et je l'accepterai jamais, en fait, que ce soit de mes frères, d'une personne dans la rue ou même d'une autre personne, quoi. Ça s'appelle littéralement de l'assistance de la non-assistance à personne en danger. Si je m'étais fait renverser dans la rue, ça aurait été la même chose. On appelle à l'aide, il y a personne qui vient, ça s'appelle de la non-assistance. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à accepter, que dans tous les cas, je pense que je l'accepterai jamais. Et c'est pour ça qu'il reste un peu de colère en moi, parce que c'est pas compréhensible qu'on ait la même mère et qu'on soit pas pareil, en fait, sur ce point-là, parce que je vais, être assez terre à terre à dire il y a quelqu'un qui a besoin d'aide sur un sujet X ou Y, on va lui proposer son aide, ce qui est normal, encore plus quand c'est de la famille. Mais là... Tu dirais que le fait de ne pas avoir été prise en considération, parce que c'est surtout ce point-là, en fait, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, qui te touche et qui est tout à fait légitime, le fait de ne pas avoir été prise en considération, est-ce que ça a renforcé peut-être cette notion d'injustice et peut-être toi, le besoin d'être d'autant plus juste dans tes valeurs, dans ta vie, peut-être avec tes amis, peut-être avec ta maman, avec les personnes que tu côtoies, ou pas du tout, ou pas forcément? Oui, totalement. Ouais. Totalement, parce que avant qu'il y ait tout ce qui se passe, en fait, ils n'arrêtaient pas de me répondre. Si j'étais pas, par exemple, invitée à une soirée qu'ils faisaient entre eux, mes frères, je parle. Si j'étais pas invitée à une soirée qu'ils faisaient entre eux, c'est parce que de toute façon, je tirais toujours la gueule, ou que machin, ou que chouette, ils trouvaient toujours des prétextes pour justement me mettre à l'écart. Et quand je leur mettais le nez dans la merde, en soi, c'était
toujours trouver des excuses, toujours dire non mais de toute façon Emeline t'es pas assez mature, tu tires toujours la tronche, t'es qu'une gamine, on n'a pas forcément de, au lieu de dire plutôt bah écoute on n'a pas envie que tu sois là parce que on n'a rien à se dire, ils allaient toujours par des trucs pernicieux en disant oui non mais tu sais t'es pas assez grande, etc. Et pareil quand ils me reprochaient de jamais les contacter, c'était dans le sens oui, non, mais tu sais, nous, Emeline, on peut pas t'appeler, on a une vie, nous. Et dans le sens, bah, toi, t'es étudiante, tu fais rien de ta vie, donc tu peux nous appeler, tu peux nous tenir au courant. Mais en soi, non, c'est pas à moi de maintenir le lien unilatéralement, c'est une relation, c'est à deux, c'est à plusieurs, c'est bilatéral. On est d'accord. Donc, c'est pas à moi d'entretenir quelque chose qui, dans tous les cas, j'ai pas envie de faire, quoi. Donc, ça, j'ai décidé de lâcher l'affaire. Et j'ai eu une discussion avec l'un de mes frères il y a quelques mois, quelques temps. Et ça m'a fait assez rire parce qu'il avait quitté une gamine et retrouvé une femme affirmée. Et en fait, il n'avait pas été habitué à retrouver la femme affirmée. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté ma situation, le fait de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir de frères. Aujourd'hui, n'importe qui dans la rue est plus proche de moi que de mes frères. Je suis plus proche d'eux que de n'importe qui, que de mes 2 frères. Bref. Et en fait, ça m'a fait assez rire parce que il s'attendait à voir la Emeline toute peureuse, toute recroquevillée sur elle, qui n'a pas l'habitude de dire ce qu'elle pense. Et en fait, il s'est retrouvé face à une boule de sarcasme. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement choquée et qui reflète assez toute cette histoire, tout ce vécu. C'était quand même, il a osé me dire « T'as de la chance que je suis pas violent, mais sinon je t'en mettrais bien une ». On va dire qu'on n'a pas forcément la même notion de violence. Oui, et puis toi qui demandais à être prise en considération, ça n'allait pas forcément du tout dans ce sens-là, bien au contraire. Ouais. Et ça a renforcé, j'imagine, le fait de se sentir complètement incomprise. Et puis encore une fois, ces notions d'injustice dont tu sembles en avoir fait justement une force et quelque chose qui te drive. Et voilà, tu dis quelqu'un qui appelle à l'aide dans la rue, et ben on y va, on sent cet élan de solidarité et d'humanité en fait qui est là, qui devrait parfois être en chacun de nous. On est d'accord, on l'a tous de manière plus ou moins développée, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose que tu as mis au premier plan et je trouve ça beau. Et justement, on va dire peut-être en message inspirant, parce que je trouve ça vachement inspirant en fait de réussir à faire d'une difficulté, d'une histoire de vie, d'une identité aussi qui a totalement changé. Tu le disais, je le considère plus comme mon père, même si en soi, on est d'accord que en termes légaux, etc., ça le restera toujours. Mais toi, dans ton identité, je me détache de ces choses-là dans la manière dont j'ai décidé de vivre ma vie, dans le fait de s'affirmer aussi. Tu parles d'une Emeline peureuse à une femme forte. Les termes, pour le coup, sont forts et ils montrent bien justement la reconstruction qui a été la tienne, avec, encore une fois, de l'ombre et de la lumière. Hein. Tout n'est jamais noir ou blanc, mais il y a toujours tout un mélange. Est-ce que tu aurais un message inspirant, façon de parler, mais quelque chose que tu aurais envie de dire aux personnes peut-être qui se reconnaissent dans ton témoignage, peut-être qui n'osent pas, peut-être finalement à la Emeline d'il y a quelques années, qui vivait ça, et qu'est-ce qu'elle aurait peut-être, elle, aimé entendre? Qu'on n'est pas seul, déjà. Parce que à la suite de ça, moi j'étais un peu dans mon monde des bisounours, littéralement, en me disant une famille ça doit être comme ci, comme ça, rentrer dans les cases, de toute façon on s'aime tous. Alors qu'en fait non, c'est totalement faux. Dans les 3/4 des familles, il y a des problèmes, il y a des merdes partout, il y a la moitié qui peuvent pas se piffrer entre eux. J'aimerais juste dire à tout le monde que c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. La famille, on en fait tout un plat, alors qu'en fait, c'est oui, une maman, un papa, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Mais on peut aussi rencontrer de personnes plus importantes en dehors, que ce soit un petit copain, des meilleurs amis, une personne dans la rue, au travail. Ça peut être n'importe qui peut justement nous aider à nous raccrocher à la beauté, à la vie tout simplement, et à nous aider à passer à autre chose, parce que clairement là c'est un deuil d'une relation, d'une famille.
Et de tellement plus. Et oui, de beaucoup plus. Je pense qu'il faudrait plus d'un épisode pour parler de tous les deuils secondaires que cache finalement l'événement et l'histoire dont tu nous as partagé aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Et du coup, on n'est pas seul. C'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, moi, je suis Emeline. Je suis pas juste la victime de mon père qui a été recroquevillée sur elle-même pendant un peu plus de 2 ans, qui servait littéralement. J'étais une loque concrètement. Et aujourd'hui, je suis Emeline, une femme forte, qui a réussi à couper les ponts avec les personnes qui lui voulaient du mal, ou en tout cas ne lui voulaient pas du bien. Et je me suis éloignée de toute cette négativité et ça m'a beaucoup aidée parce que en soi, si les gens sont négatifs autour de soi et qu'on est soi-même négatif, ça pourra jamais aller. On s'enfoncera toujours dans quelque chose de forcément très négatif. Alors que la vie est tellement, je dirais pas forcément très belle parce qu'elle n'est pas toujours belle, mais il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre que faut pas s'arrêter à ça. Faut continuer d'avancer, faut se faire aider, ça c'est très très important. Faut accepter de se faire aider, faut se donner les moyens de se faire aider parce que honnêtement, si j'avais pas eu ma psychologue extraordinaire une fois toutes les 2 semaines pendant 1 an et demi, 2 ans, je pense que j'en serais pas où j'en suis. Et si j'avais pas eu aussi une mère extraordinaire, et des meilleurs amis extraordinaires. Et moi, j'ai envie de rebondir sur cette notion de justement, on n'est pas seul, et le fait que, pour le mettre en parallèle du fait que tu t'es pas sentie prise en considération par certains membres de ta famille, et notamment de tes frères, au moins d'écouter. Après, on a tous notre prisme et on connaît les personnes et on se dit un tel va réagir comme ci ou comme ça. Mais au minimum d'écouter, d'essayer au maximum de prendre en considération et d'enlever toutes les étiquettes, tous les jugements qu'on peut avoir sur la situation, sur les personnes, nos propres attentes, et d'essayer d'écouter avec une oreille la plus objective possible et au moins d'être présent. Rien que ça, ça peut paraître peu, mais c'est souvent ce qui ressort en fait des témoignages de violence au sens large, que ce soit familial, sexuel, sexuel, etc. C'est de ne pas être entendu et derrière aussi de ne pas être cru. Et c'est ce que je retrouve fortement à travers ton témoignage. Toi, t'en as fait une force et félicitations pour ça. Et on sent aussi... on sent cette émotion qui est là. Et je voulais te remercier énormément pour ce témoignage parce que je sais que c'est pas forcément... autant on parlait tout à l'heure de l'écriture et mettre les mots MOTS sur les mots MAUX, c'est aussi difficile, c'est aussi libérateur, mais on se rend pas forcément compte à quel point passer derrière un micro, et en plus de ça en présentiel, c'est aussi, alors intimidant, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a un côté très libérateur aussi de pouvoir raconter son histoire et de s'entendre dire et de remettre en perspective sa propre histoire, donc je voulais vraiment te remercier pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ? Non, tout est parfait. Tout est parfait. Eh bien, écoute, merci énormément, Emeline, pour ce témoignage. Et puis, je te dis à très, très vite. Merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.